Au jour d'aujourd'hui, on n'est pas dans une situation catastrophique. Il faut prévoir, mais ne pas tomber dans l'hystérie. Nous avons le plaisir d'accueillir notre ami Jonathan Dema, chirurgien à l'hôpital Hadassah Anne Kerem, avec qui on va faire un point. Anne Kerem, l'hôpital de Jérusalem, bien sûr. Je crois qu'il est en ligne. Jonathan Dema, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté. Je pense que vous avez pas mal de travail et on voudrait bien sûr faire le point avec vous. On est un petit peu perdu en Israël parce que on a vu des chiffres calculés d'une certaine façon et puis aujourd'hui, on se rend compte que le gouvernement a changé son mode de calcul. Alors, est-ce que c'est pour éviter une hystérie générale? Est-ce que parce que c'est plus juste? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point? C'est compliqué. Je veux commencer par le premier point, c'est que le cerveau humain, il n'est pas habitué à, à gérer des données exponentielles. Quand on essaye de réfléchir, on réfléchit à des données qui sont plutôt linéaires, et les données exponentielles, on a du mal à les prévoir. Et donc, on est toujours surpris par la courbe. Les données exponentielles sont complètement différentes des données linéaires, puisque la pente est tout le temps la même dans une donnée linéaire, alors qu'en exponentielle, ça dépend de son coefficient. Et donc, au jour d'aujourd'hui, dans les hôpitaux, c'est pas du tout, tout va bien. Il n'y a pas du tout de crise, il n'y a pas du tout de manque, ni de matériel, ni de place. On continue à travailler normalement. Moi, dans mon service de chirurgie, on continue la chirurgie normale. Mais bien sûr, on commence à faire attention à ce qui peut se passer par rapport à la continuité de cette courbe donc exponentielle. Donc, on a eu plusieurs restrictions. Donc, on se prépare, si ça continue suivant la courbe exponentielle, à arrêter les opérations qui ne sont pas urgentes. Et on a plusieurs directives qui sont de prévention pour qu'on n'ait pas de personnel soignant qui soit en confinement. Par exemple, on ne peut pas manger ensemble, on mange différemment, on est obligé d'avoir tout le temps un masque sur nous. Et suivant le risque du patient que l'on rencontre, alors on a différents types de protection, qui va du masque simple jusqu'au maximum, où c'est la combinaison totale. Et bien sûr, par exemple, il m'est arrivé d'opérer des patients qui étaient juste en bidou, donc en fin de compte, ils n'avaient pas le corona avec toute la combinaison pour ne pas justement contaminer le personnel autour. Et le patient a été hospitalisé dans une section à part. Et en fin de compte, il a été libéré et il n'avait pas le corona. Donc tout ça, c'est des mesures préventives pour ne pas arriver à la situation qui s'est passée en Lombardie, en Italie. Maintenant, ce qu'on a décidé en Israël, c'est malgré le coût, et on en avait parlé déjà par le passé, Cathy, le coût de la santé, on a décidé de sauver le maximum de personnes. Et on se rend compte, bien sûr, qu'on ne peut pas sauver tout le monde. On n'est pas la médecine, c'est pas de la magie, mais on essaye de ne pas arriver au point où le système de santé est submergé et où on ne pourra pas sauver des gens qui auraient été sauvables dans de meilleures conditions. Et donc, alors, je me souviens que vous nous aviez expliqué qu'on avait un taux de contamination par jour, un pourcentage qu'il ne fallait pas dépasser. Est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on y va? On en est où exactement sur ce point-là, afin que le système de santé puisse supporter l'arrivée, on va dire, de nouveaux malades? Le truc, c'est que on n'est pas dans la courbe exponentielle qu'on était dans la première vague. Enfin, la définition, est-ce que c'est la suite de la première vague ou si c'est la Peu deuxième vague? importe, oui. Peu importe. Mais puisque les chiffres ne se multiplient pas tous les jours, ils augmentent d'un petit peu tous les jours. Et donc le premier jour c'est pas 500, le deuxième jour c'est 1000, le premier jour c'est 1000, le deuxième 1100. Donc c'est pas une augmentation comme il était lors de la première vague. Mais donc au jour d'aujourd'hui, on n'est pas dans une situation catastrophique. Le nombre d'hospitalisés par rapport au nombre d'hôpitaux est très bas, le nombre d'intubés est vraiment très bas. On a la capacité
sans problème d'avoir 2500 intubés. On en a 39 aujourd'hui pour le corona. Donc la situation est préoccupante. Et donc il faut prévoir, mais ne pas tomber dans l'hystérie du tout. Vous pouvez nous parler de justement, je reviens sur ma première question, sur ce mode de calcul des malades du corona qui a changé. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Je ne sais pas si c'est la présomption de savoir combien de personnes ont été contaminées et qui n'ont pas été diagnostiquées et qui a changé par rapport aux premiers résultats des tests sérologiques qui ont été donnés. Ou je pense que c'est à ça que vous faites allusion. Par rapport aux chiffres du monde, on pensait que les personnes que l'on diagnostique sont de 1/10 par rapport aux personnes qui sont contaminées. Et donc il y a un test qui est en train d'être mis en œuvre en Israël, dans les coprotrolim, où on fait des tests sérologiques au hasard, et les premiers résultats montrent que ce n'est pas 1/10, mais plutôt 1/4. C'est plutôt encourageant. Ça veut dire que l'immunité de la population en fait au virus, l'immunité collective, hein, c'est ce que l'État, j'imagine, espère trouver, ne fonctionne pas en fait. On n'est pas tellement immunisé. C'est ça ce que ça veut dire? Ouais, donc c'est pas encourageant. Ouais, c'est pas encourageant. Mais d'un autre côté, ça veut dire que on diagnostique beaucoup plus que dans les autres pays. Ça veut dire qu'on fait énormément d'examens et qu'on repère énormément les gens. Et c'est aussi, c'est ce qu'on pouvait aussi voir par le nombre de patients asymptomatiques. Toutes les personnes qui sont en bidoude, on leur fait un examen même s'ils sont asymptomatiques. Et on les diagnostique en tant que corona alors qu'ils sont asymptomatiques, qui n'a pas été fait dans la plupart des pays européens. Donc, ça peut expliquer cette différence entre 1/10 par rapport à 1/4, où nous, vraiment, on repère toutes les personnes qui ont été en contact avec les patients malades et on les diagnostique corona même s'ils sont asymptomatiques. Donc, moi, je vois cette chose comme ce qui avait été prévu par le début. On a décidé d'aplatir la courbe pour que le système de santé ne soit pas submergé. Le fait d'aplatir la courbe, ça fait que la courbe dure plus longtemps. Si on a plus de cas au début, on en a moins sur le temps. Donc là, la courbe est plus longue, il y a moins de cas au jour le jour, les services de santé ne sont pas submergés. Mais bien sûr, c'est un coût très important au niveau de l'économie de l'État. Les personnes qui ne peuvent pas travailler normalement, les personnes qui ne peuvent pas travailler du tout. Et c'est une question. C'est une question qu'on se pose souvent, que j'avais posée aussi par la suite sur le coût de la santé et combien on veut mettre d'argent pour sauver combien de personnes. Est-ce qu'on veut mettre un petit peu les services de santé un petit peu en stress, augmenter le nombre de personnes qui sont hospitalisées, augmenter le nombre de personnes qui sont intubées pour que cette crise soit moins longue, mais ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui mourront parce qu'ils n'ont pas reçu le traitement maximal qu'ils auraient pu recevoir. Ou alors on laisse, suivant comme on l'a décidé jusqu'à maintenant, où on ferme pratiquement complètement à chaque fois qu'on a un petit peu trop de cas et que les chiffres augmentent. Moi, je pense que la vérité est un petit peu au milieu, comme souvent. Et là, on est un peu trop sévère. Il n'y a pas assez de cas. Il faut pas avoir d'illusions. On pourra pas. On sera jusqu'à qu'il y ait un vaccin, le virus va continuer à tourner dans la population. Les personnes qui seront malades graves seront malades graves. Et bien sûr, il ne faut pas arriver à une ISFICA, mais comme on est aujourd'hui où les hôpitaux sont pratiquement vides, c'est une erreur. C'est une erreur pour vous. Et donc, je pense qu'on devrait fermer pas de manière pas complète pour que le virus continue à tourner et qu'il y ait justement cette vaccination de la population. Parce que tant qu'il n'y a pas de vaccin, tant qu'on ne sera pas arrivé à la vaccination de la population, la chance, c'est l'immunité collective. D'après vous, c'est sur ça qu'on doit tabler en attendant le vaccin? Et donc ouvrir le vaccin, d'après l'OMS, il ne sera là que l'année prochaine. Est-ce que le pays va pouvoir être un an
en confinement ou en moitié confinement ou à 30% de son économie, on est déjà à 20% de chômage. Je Plus. rappelle que les hôpitaux sont pratiquement vides. Moi, j'aurais fait les choses de manière plus graduée. Le Séguer, il a été décidé un peu trop tôt, mais bon, c'est compréhensible parce qu'on ne savait pas la courbe exponentielle, comment elle arrivait. Aujourd'hui, je pense qu'on a été un petit peu trop fort au niveau de la reprise du Séguer. On aurait dû le faire de manière plus graduée. Alors, lorsque vous entendez la déclaration de la directrice des services de santé publique, l'ex-directrice, puisqu'elle a démissionné, le docteur Sigal Sadeski, qui a annoncé donc hier sa démission au motif qu'Israël s'oriente vers une position dangereuse et qu'elle se désolidarisait justement de la politique du gouvernement. Elle a dit: nous étions des professionnels qui réagissaient à la situation de manière proactive et mon sentiment est qu'au fil du temps, nous sommes devenus des responsables sans aucune autorité qui réagissent tardivement aux événements. Donc vous ne partagez pas tout à fait son opinion, ou vous la comprenez? C'est son opinion. Moi, j'ai mon opinion. Elle est au Sabriot, moi je suis à l'hôpital. Chacun son opinion. On ne voit pas les choses de la même façon. C'est le futur qui nous dira qui est-ce qui avait raison. Moi, je trouve ça un peu triste que toutes les personnes qui ont commencé la gérance de cette crise ont démissionné au milieu. Donc, le ministre de la Santé, le Mancal Sarah Briot, maintenant le responsable de l'épidémiologie. Donc, ils démissionnent les uns après les autres. Moment de crise, je trouve ça un peu décevant, mais c'est la seule chose que j'ai à dire. J'espère que les nouvelles équipes seront rentrées rapidement dans les dossiers et les gérer comme ça. Eh bien, écoutez, docteur Jonathan Déma, merci beaucoup pour votre participation ce matin dans le direct du studio Qualitab. On vous souhaite bonne chance. En espérant la bonne santé à tout le monde. Ben voilà, nous aussi, pareil pour vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.